des vies et des hommes. Isabelle Rupin. Il y a 80 ans, l'armée russe, par le hasard de sa progression vers l'ouest, découvre avec stupeur le camp d'Auschwitz-Birkenau en Pologne. Plus d'1 million de victimes y ont été exterminées par la main de l'homme. Ginette Kolenka fait partie des 7000 survivants. Elle était venue en Mayenne en 2021, invitée par la Vigie mémoriale des déportés. Et je vous propose aujourd'hui de réentendre et même d'écouter attentivement l'interview réalisée à l'époque. C'est aujourd'hui un témoignage très émouvant que nous allons entendre, celui d'une rescapée du camp d'Auschwitz. Ginette Kolenka, bonjour. Bonjour. Vous me dites les camps d'Auschwitz. Je reprends. Non, Auschwitz c'était un ensemble, mais moi j'étais à Birkenau, le camp de la mort. Auschwitz, ça ne l'est pas. Auschwitz est un camp de concentration. Il faut faire des grandes différences entre les deux. Il y avait vraiment deux camps distincts, l'un dans l'autre en fait. Exact, mais c'était vraiment très très différent. L'un était un camp de concentration où il y avait pour ainsi dire presque pas de juifs. S'ils étaient à Auschwitz, c'était parce que ou c'était des ingénieurs, ou des médecins, ou des chirurgiens, mais il y avait à côté, à 3-4 kilomètres, le camp de la mort de Birkenau. Où vous êtes arrivé en mars 1944, vous êtes d'origine juive et vous habitiez Paris. Votre famille avait décidé d'aller en zone libre, a priori. Vous vous faisiez passer pour une famille d'orthodoxes russes, sans problème, et puis un jour, la Gestapo vous arrête. Exactement. On a été dénoncés. On parlait de orthodoxes parce que notre nom était d'origine russe, donc on n'a pas voulu changer de nom, on a gardé notre nom. On s'en est servi de nom qu'on avait emprunté uniquement pour passer la ligne de démarcation, mais après on a repris notre vrai nom, Tcherkassky. Donc on disait à tout le monde que nous étions d'origine russe et on racontait des bobards, croyant que tout le monde nous croyait, et en fin de compte, personne ne nous croyait, tout le monde savait qu'on se cachait, et qui est-ce qui se cache en zone libre? Eh bien tout de suite on pense juif. Et ça ne dérangeait personne, sauf jusqu'à ce jour où... Sauf qui? On n'en sait rien. Et ce que j'espère, c'est que celui qui nous a dénoncés n'est pas mort tranquillement dans son lit. Mais pour savoir qui, on ne sait pas. Ça se trouve, on serre la main à des salauds qui nous ont dénoncés en pensant que d'autres, c'est ceux-là qui l'ont fait. On ne sait pas. Est-ce que ça vous a travaillé un petit peu, ça, de savoir? Non. Peut-être que j'y ai pensé, j'en sais rien. En tous les cas, maintenant, je ne pense pas que... Vous savez, c'est quand même une histoire qui date de plus de 77 ans maintenant. Alors que tout ce que j'ai subi est très précis, très net dans mon cerveau, il y a des choses que je ne me rappelle plus du tout. Alors, vous aviez quel âge à l'époque? J'avais 19 ans. Donc vous étiez une toute jeune fille. Alors pour faire court, donc vous êtes avec votre papa, votre petit frère et votre neveu embarqués dans des trains, destination Birkenau. Votre papa, votre petit frère et votre neveu vont direct en chambre à gaz. Ça, vous ne le savez pas tout de suite? Je ne le savais pas. Je ne savais pas ce que disaient les nazis pour éviter la fatigue de la marche. Ils avaient mis à notre disposition des camions. Moi, j'ai dit à mon père et à mon petit frère d'en profiter, puisque sans arrêt, ils nous répétaient « Vous inquiétez pas, vous allez tous se retrouver dans le camp. » Alors, profite. Mais beaucoup n'ont pas voulu profiter de ces camions. Ça ne les intéressait pas. Ils préféraient marcher, se dégourdir les jambes. On avait voyagé 3 jours enfermés dans les wagons. C'était agréable aussi, même s'il faisait très froid, même s'ils disaient que c'était très difficile. On voulait marcher. Et alors, avant de partir à la marche, les nazis, quand même, nous ont fait mettre en rang. Et c'est là que la première sélection a eu lieu. Le tri, justement, entre ceux qui vont marcher et ceux qui vont monter sur les camions, soi-disant pour éviter la fatigue.
moi-même, je croyais que c'était vraiment très gentil de leur part, parce que c'est vrai que c'était dur. Hein. Ceux qui voulaient marcher, quand il y a eu cette sélection, les nazis en ont décidé autrement. Non, tu ne marcheras pas. Non, tu dois monter sur les camions. Gardez vos forces, vous en aurez besoin pour le travail. Parce que normalement, on pensait aller dans un camp de travail. Vous, de votre côté, vous êtes emmené avec les femmes. Et tout de suite, dans les récits que j'ai pu entendre, que vous avez fait par le passé, une des premières choses qui vous est arrivée et qui vous a heurté et marqué profondément, je crois, c'est on vous fait mettre nu et on vous rase. Exactement. Il n'y avait que des femmes. Peut-être qu'il y avait des soldats, mais je ne les ai même pas vus, donc ce n'est pas ça qui m'a gênée. C'était d'être nu devant des femmes que je ne connaissais pas. Il faut remettre dans le contexte effectivement très pudique de l'époque. Hein. À l'époque, vous savez, moi j'étais très sportive, mais dans les salles de sport, il n'y avait pas de douche. On ne se montrait pas nu, même pas en famille. Ça a été le premier acte de déshumanisation et qui vous a figé en quelque sorte. Moi, je pense que ça m'a anesthésiée. Il y en a, quand on les a tatoués, quand on les a rasés, qui avaient des réactions que moi, je n'ai pas eues. Moi, la seule réaction, j'ai honte, j'ai honte, j'ai honte. Alors, cependant, Ginette Kolenka, vous parlez du tatouage qui vous a été fait très vite à votre arrivée à Birkenau. Vous l'avez longtemps caché, ce tatouage, après votre libération ? Naturellement, je l'ai caché pendant très très longtemps. La première chose que j'ai pensé quand on a été libérés, j'étais à Theresienstadt, en Tchécoslovaquie, j'étais malade, mais j'ai quand même pensé, puisque je suis malade, je peux peut-être être opérée, et pendant que je serai sur la table d'opération, je demanderai au chirurgien de m'enlever mon numéro. Pas parce que j'avais honte d'être juive, mais simplement parce que je ne voulais plus parler de cette période. Et effectivement, pendant très longtemps, vous n'en avez pas parlé. Et puis, un jour, un peu fortuitement et contre votre gré, si j'ai bien compris, on vous a sollicité pour retourner. C'est vrai, je ne voulais plus parler de cette période, donc c'est ce que j'ai fait. Et puis, quand je me suis retrouvée à la retraite et veuve, parce que quand j'étais avec mon mari, lui était prisonnier de guerre, on ne parlait pas du tout de cette période. Et je me suis trouvée veuve et le hasard a voulu que je passe devant les bureaux où était mon association, l'Union des déportés d'Auschwitz. Ils avaient leur siège dans un magasin. Ce jour-là, je passe devant, c'est ouvert. Et alors qu'habituellement, je n'aime jamais déranger, si je ne suis pas invitée, je vais nulle part, et bien là, le hasard a voulu que je rentre et puis que je sympathise avec les personnes qui organisaient ces petits goûters du jeudi. Et j'ai continué régulièrement à les fréquenter. Et le directeur de l'association, l'Union des déportés d'Auschwitz, le directeur, un jour, il emmenait régulièrement, lui, des élèves. Et ces élèves, il voulait qu'ils soient accompagnés d'un petit groupe de déportés qui leur racontaient leur histoire. C'était toujours les mêmes. Une est tombée malade, alors il me demande de le dépanner. Non, parce que je ne voulais pas retourner là-bas, je ravivais des mauvais souvenirs. Pardon, là, on était combien de temps après 20, je ne sais même pas, c'était 30 ans ou... à peu près 50 ans, 60. Donc, j'accepte, tant qu'on n'était pas dans le camp, absolument aucune crainte, aucune appréhension, on verra bien. Et quand je suis arrivée à Birkenau, dans ma tête, je savais ce que j'allais voir, et en réalité, absolument rien qui ressemblait à mes souvenirs. Quand je vais avec des personnes, je leur dis, fermez les yeux, ce que vous voyez maintenant, ce n'est pas le Birkenau des déportés. Quel était votre Birkenau ? Mais la crasse, la saleté, la boue, la foule, partout, ça courait, ça travaillait, partout, vous voyez des gens qui en frappaient d'autres. C'était ça, Birkenau. L'odeur aussi, il me semble. Il y a aussi cette odeur, vous avez raison d'en parler. En premier, c'est ça d'ailleurs, parce que vous aviez les fours crématoires qui sans arrêt fonctionnaient et ça dégageait une fumée et une odeur qu'on ne peut pas décrire.
un mélange de saleté et de chair brûlée. C'est impossible de décrire une odeur, et encore moins celle-là. Par contre, on a tous, en tant que déportés, quand on a eu la chance d'en survivre, cette odeur dans le nez. À l'époque, vous ne saviez pas que c'était des corps ou... Mais on ne le sait pas à l'époque, mais on l'apprend immédiatement. Mais des choses, comment pouvez-vous croire des choses comme ça? Comment peut-on croire qu'on a assassiné des gens qui étaient en pleine forme? Quelques-uns l'étaient moins, mais la plupart, c'était des gens en pleine forme qu'on a assassinés, simplement parce qu'ils étaient juifs. Ginette Kolinka, vous disiez pendant un long moment, vous n'avez pas souhaité en parler, vous ne vouliez pas embêter. Et encore aujourd'hui, vous restez très modeste en disant il n'y a rien de glorieux, mais n'empêche que votre témoignage est quand même important. Et justement, vous êtes venu là, en Mayenne, à l'invitation du Mémorial des déportés pour témoigner. Vous allez témoigner devant les jeunes du lycée agricole ce matin. Qu'est-ce que vous leur dites aux jeunes, en fait? Quel est votre premier message? Le premier message, c'est qu'ils se rendent compte que tout ce qui est arrivé, le départ, c'est la haine. Et ça c'est mon cheval de bataille. Attention, attention, la haine, c'est un pied dans Auschwitz. Ça, c'est mon cheval de bataille. Et jusqu'à la fin de mes jours, je répéterai ça. La haine, c'est Auschwitz. La haine qui pousse les gens à faire des choses monstrueuses. On ne peut même pas imaginer, tout en parlant beaucoup, tout en racontant, Eh bien, personne, à part ceux qui l'ont vécu, ne peuvent se rendre compte jusqu'où les nazis ont été pour assouvir leur haine. Alors, par exemple, donc, on a vu, vous êtes arrivé, vous avez été dénudé, ensuite, vous avez été mis dans des baraquements avec plein de femmes. On a vécu la promiscuité pendant des mois et des mois et des mois. Et quand je dis promiscuité, c'est vraiment, vous êtes couchés minimum 6 dans une petite cage à lapins, collés avec ceux qui sont à côté de vous, et vous avez uniquement que les pieds de celles qui sont dans le fond qui vous séparent de celle qui est à côté de vous. Et on a vécu comme ça dans la crasse à Birkenau. On était sale, mais je crois qu'on ne se rendait même pas compte. On ne se lavait pas. Il y avait des endroits pour se laver, mais comme on était des milliers, c'était héroïque que c'est d'aller se laver. Moi, je ne me suis jamais lavé à Birkenau. On nous emmenait de temps en temps à un contrôle pour voir si on n'avait pas la gale, ou pour éviter qu'on l'ait. Alors, quand on était à un contrôle comme ça, on vous badigeonnait avec un produit. Je pense que ce produit devait nous laver un petit peu. C'était la seule façon. Moi, j'ai des camarades, quand j'ai visité Birkenau pour la première fois, on m'amène dans une salle où il y a un grand lavabo qui traverse la salle avec des tuyaux percés où il y avait l'eau qui coulait. Moi, j'avais jamais vu cet endroit. Et quand je suis revenu, que j'ai demandé à des amis, vous connaissiez, il y en a qui me disent, ah oui, mais nous, on se levait la nuit. Ah ben moi, la nuit, je dormais. Et en plus, la nuit, on n'avait pas le droit de sortir des baraques, donc c'était très, très dangereux. Alors moi, pour me laver, et puis j'étais trop fatiguée. Alors ça dépend des cas. Moi, j'ai vécu que 7 mois, parce que j'ai quand même été arrêtée qu'en 1944. Donc la promiscuité, donc l'humiliation permanente. L'humiliation, on la connaît qu'en arrivant. Après, c'est terminé. Hein. C'est d'ailleurs pour ça que je dis, ils en ont été pour leurs frais. Parce que, imaginez, on fait faire les besoins de centaines de personnes côte à côte, dos à dos. Vous vous rendez compte un peu, chaque fois que vous irez aux toilettes, vous êtes toute seule dans votre petit coin, et pensez que nous, on n'a jamais été toute seule, toujours collés aux autres, et pas quand on voulait, c'est quand on nous y emmenait. Vous voyez la différence? Et c'est vrai que j'ai eu la chance d'aller à Auschwitz, et effectivement, on voit ces longues rangées de planches avec des trous. Des trous. Vous avez des planches qui cachent une fosse, et cette fosse était nettoyée par les déportés qui trouvaient qu'ils avaient de la chance d'avoir ce travail,
parce que comme ça sentait tellement mauvais, même les capots et les nazis ne s'approchaient pas d'eux. La vie quotidienne, c'était aussi la faim, parce que quand vous avez été libéré, quelques jours après, on vous a pesé, vous pesiez 26 kilos, alors que vous aviez peut-être... Et ça faisait déjà longtemps que qu'on m'avait soigné, parce que moi j'ai été libérée comme tous les camps au mois de mai, mais moi j'ai été rapatriée qu'au mois de juin, parce que je me suis trouvée à avoir le typhus à la libération, et du coup j'ai été soignée avant d'être rapatriée. Donc comment est-ce qu'on peut imaginer cette faim au quotidien? Vous étiez une jeune fille normale avant, donc vous deviez peser dans les 50 kilos à peu près. je pesais plus, je pesais ça dans les 60 kilos, et toujours je voulais faire du régime. Et alors donc vivre avec la faim au quotidien, la convoitise aussi des autres qui humainement parfois volaient du pain, organisaient. Je crois que ça c'était le terme, le vol c'était l'organisation. Eh bien, vous avez bien retenu la leçon. On ne parlait jamais de vol, on disait on organisait. Il y a quand même une petite différence. Organiser, c'est la débrouillardise. Voler, c'est pas bien. Mais quand on est dans un endroit comme ça, il n'y a plus de bien ou pas bien. On n'est plus des êtres normaux. Et si pendant les premiers jours, on a encore ce que l'on a appris, la morale qui nous imprègne notre cerveau, et ben au bout de quelques jours, la morale a foutu le camp. Il n'y a qu'une chose qui compte, c'est essayer de travailler le moins possible et de manger le mieux possible. Et pour manger le mieux possible, les rations sont uniques, eh bien, c'est se débrouiller pour piquer les affaires des autres. On ne peut pas dire que ce soit vos copines qui le faisaient, mais dans un camp, on était des milliers, eh bien, il y avait toujours quelqu'un qui surveillait, et si elle pouvait vous piquer votre ration, elle le faisait. Ginette Kolinka, vous avez parlé de travail. Vous avez été affectée à un travail particulier quand vous étiez au camp de Birkenau? Moi, j'ai toujours été, si vous voulez, un travail de cantonnier. Ça s'appelait le Außenkommando. Ça voulait dire qu'on était toujours dehors, par tous les temps, pour creuser des fossés. Creuser des fossés, ça assainissait le terrain, qui était très marécageux. On a fait des routes. Birkenau était un village. Il a été supprimé, ce village, et à la place, les prisonniers qui étaient à Auschwitz ont monté des baraques, et ces baraques, eh bien, il y avait 300, 400 personnes par baraque. Pour montrer aussi l'état d'esprit dans lequel vous étiez, vous disiez à un moment vous étiez un peu figé, un peu anesthésié, c'était votre terme. Vous ne vous étiez même pas rendu compte avant la sortie que vous ne vous étiez jamais lavé. Non, exactement. Il n'y a pas tellement longtemps que j'ai réalisé que jamais je me suis lavé à Birkenau. On devait être plus que sale, on devait être crasseuse. Imaginez des femmes qui ne se lavent pas, on devait sentir mauvais. Et les nazis nous traitaient de sales cochonnes de juives, et moi je pensais que c'était une injure. Mais non, c'était la réalité. Mais par contre, dans mes souvenirs, je n'ai pas l'impression que je rencontrais des gens qui étaient sales. Mais certainement qu'on était tellement sales toutes. Et puis, comme vous disiez, effectivement, un petit peu anesthésié aussi. Je ne pense pas qu'un petit peu. Heureusement d'ailleurs qu'on ne pensait pas. Je dis toujours on, mais je devrais dire je. Je ne pensais à rien. Et ça, heureusement, celle qui pensait, vous vous rendez compte, pensait à quoi? Dans 1 heure, je vais mourir, dans 1 heure, on va me frapper. On devient fou et on se suicide. Alors qu'en réalité, il y a eu très peu de suicides à Birkenau. Finalement, c'est ça, il fallait en quelque sorte s'extraire. Est-ce que parfois vous pensiez justement à la libération, à la... Les autres, je ne sais pas. Mais moi, je ne pensais à rien du tout. Et les rares fois où on était livré à nous-mêmes, où j'essayais de penser à quelque chose, même pas. Je n'arrivais même pas à voir le visage de ma mère, de mes sœurs. Impossible. Mon cerveau ne travaillait pas. Vous voyez, là, je parle d'elles, et bien je les vois. À l'époque, rien. Je faisais des efforts, pas possible. On va très vite passer sur l'après Birkenau, le camp. Donc vous êtes rapatriés, vous retrouvez donc votre mère et vos sœurs qui avaient eu la chance. Là, la chance, justement, c'est d'apprendre
que ma mère et mes sœurs n'avaient pas été arrêtés, alors que moi, je croyais que tout le monde avait été arrêté. Naturellement, Birkenau est tellement grand que vous pouvez avoir votre mère, votre sœur, votre cousine dans un coin et puis ne pas se rencontrer. Moi, je ne savais pas que Birkenau était si grand. Moi, je voyais des portillons, il me semblait que c'était un autre camp. Non, Birkenau est partagé en plein de petits îlots. Et je suppose que c'était au cas où il y aurait eu une révolte, ça leur faisait une bien grande superficie à surveiller. Donc vraiment, j'ai été surprise quand j'ai accompagné un groupe à Birkenau de voir que c'était si grand. Ça fait 325 terrains de foot. En fin de compte, ça fait presque 10 000 kilomètres, Birkenau. Après, vous retrouvez votre famille et en fait, vous faites une coupure finalement avec cette vie de déporté. Alors pour ne pas ennuyer les gens, parce que vous ne voulez surtout pas qu'on vous mette une étiquette d'héroïne, mais vous arrivez à reprendre une vie... C'est normal. Moi, j'ai eu la chance de retrouver ma famille qui avait retrouvé depuis 1 an une vie normale et ça a été une très très grande chance pour moi. Tout de suite, comme ça, j'ai été dans une vie normale, alors que les pauvres qui sont rentrés, plus personne, plus de logement, on était tous malades. Et bien naturellement, il y avait des associations qui s'en sont occupées. Mais une association, c'est pas une famille. Moi, j'ai reconnu l'amour. Vous avez continué à faire les marchés comme vous le faisiez auparavant? J'avais commencé avec, à Avignon, en zone libre, à faire les marchés. J'avais appris avec Hitler, par tous les temps, être dehors. Quand je suis rentrée, que le médecin m'a soignée et à un moment donné, j'ai dit « j'arrête de vous voir ». Une de mes sœurs avait repris une place sur les marchés qu'on avait laissés pendant la guerre. Eh bien, elle m'a dit « tu seras vendeuse à ton compte ». Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire les marchés. Et que vous avez continué après... Pendant 40 ans, à faire les marchés. Ginette Kolenka, vous n'avez pas gardé de contact avec vos co-détenus, alors qu'on imagine que ça crée une petite fraternité. J'ai gardé des contacts, non pas avec les co-détenus des camps, mais avec les filles que j'avais connues en prison ou à Drancy. On a été un petit groupe, on a eu la chance de revenir et on s'est retrouvés. Sinon, je vous ai déjà dit tout à l'heure, je couchais pendant des mois et des mois avec les 6 personnes qui étaient dans ma koya. Il y en avait 6 au-dessus, il y en avait 6 en dessous. Pendant des mois, on s'est retrouvés ensemble. Je ne sais même pas qui c'était. Par contre, les 6 qui ont partagé ma koya, c'était les 6 qui étaient là. C'est des filles que j'avais connues à Drancy. Et là, oui, on a eu la chance de survivre et de se retrouver. C'était important pour vous, ou c'est important pour vous de se retrouver? Est-ce que vous aviez besoin de parler entre vous de ce que vous aviez vécu? Quand on était entre nous, ne croyez pas qu'on parlait de ça. C'est pas la peine de parler de ça. On sait très bien qu'on a tous souffert. Non, jamais on parlait de ça. Ginette Kolenka, pour terminer, cette libération, le jour où vous avez compris que tout allait s'arrêter, comment est-ce que... J'étais très malade. On était en Tchécoslovaquie, on avait traîné dans les wagons où il y avait beaucoup de camarades qui étaient mortes. Eh bien, je me suis retrouvée à être soignée je pense que c'était un hôpital, j'en sais rien. C'est là que j'ai appris qu'on était libérés et j'ai tout de suite pensé que j'allais me faire opérer. Je ne savais pas ce que j'avais, mais je me sentais très fatiguée, très mal. Et je pensais opération et j'avais son numéro sur le bras. Et c'est la première chose à laquelle j'ai pensé, pas parce que j'ai honte d'avoir été arrêtée et d'être juive, mais parce que je ne voulais plus parler du tout de cette période. Et c'est ce que j'ai fait. Et aujourd'hui, vous en parlez? Quand vous rencontrez comme ça des jeunes, est-ce qu'ils sont attentifs? Tout à fait. Au début, quand j'ai commencé, et moi j'ai commencé très tard, c'est vrai que les élèves, chouette, une conférencière, on va pouvoir s'amuser. Non. Maintenant, les professeurs eux-mêmes, on leur a appris comment parler aux élèves de cette période. Et je peux vous dire que dès que j'arrive, c'est un silence total. Ils sont intéressés. Vous disiez tout à l'heure, Ginette Kolenka, que votre message, en fait, c'était de leur dire attention, c'est la haine qui provoque tout ça.
mon cheval de bataille. Est-ce que vous parlez du pardon aussi? Ah non, alors fichez-moi la paix avec ce mot-là. Alors là, vous me faites bourdir. On a tué vos enfants, on a tué vos pères, vos mères, vos grands-mères, on a assassiné des bébés devant des mamans, et vous parlez de pardon? Non, absolument, de ma part en tous les cas. Je parle que de ma part. Hein. Et moi, jamais, jamais, jamais le pardon aux nazis. Attention, je dis bien aux nazis. Je fais une grande différence entre les Allemands de maintenant et les nazis de l'époque de Hitler. Bon. Et en tout cas, là, votre message que vous adressez aux jeunes? J'espère que maintenant dans les établissements scolaires, on voit des mélanges, vous avez des gens de différentes couleurs de peau. J'espère que les élèves s'aperçoivent que chacun, tout en ayant une religion différente, ont des vies normales comme tout le monde. Et j'espère que ça rapprochera. En tout cas, c'est à ça que vous travaillez. Ah oui, ah ben ça, j'espère que ça servira à ça. Si je le fais, c'est pour ça. Un grand merci, Ginette Kolenka. Je crois qu'il faut que je vous rende là justement à ces jeunes qui vous attendent. Un grand merci d'avoir témoigné à notre micro. Merci à vous. Voilà, c'était donc une interview réalisée en 2021 de Ginette Kolenka que nous avons souhaité rediffuser aujourd'hui pour commémorer le 80e anniversaire de la libération des camps d'Auschwitz-Birkenau.